imaginez la scène. On est à Manhattan, il est 9h02 du matin. Pile. Et là, sur les écrans du New York Mercantile Exchange, tout vire au rouge. En 30 secondes à peine. Le prix du mégawattheure explose, il passe de 45 à 2000 $. Qu'est-ce qui est fascinant dans les premières notes qu'on a, c'est que ce n'est pas juste un chiffre sur un écran, hein. Non, pas du tout. Quasi instantanément, des algorithmes partout sur le réseau électrique de l'Est se mettent à hurler. Les métros s'arrêtent au milieu d'un tunnel à Brooklyn. Des usines en Pennsylvanie qui reçoivent l'ordre de couper leur four. La machine économique commence à grincer très, très fort. Ce n'est pas un scénario de film, c'est vraiment ce qui est décrit dans les documents qu'on analyse aujourd'hui. Une crise énergétique qui semble paralyser tout le nord-est des États-Unis. C'est ça. Et notre mission, c'est de comprendre comment une décision, prise à plus de 800 km de là, au Québec, a pu mettre à genoux une partie de la première économie mondiale. Exactement. Et le plus déroutant, c'est ce que les documents appellent l'absence de cause physique. Oui. Pas de tempête de neige, pas de canicule, pas d'ouragan, rien. Juste un ciel bleu. Juste un ciel bleu. La panique est d'autant plus grande que personne ne comprend d'où ça vient. C'est le calme avant une tempête qui est purement économique. Et c'est peut-être encore plus effrayant, en fait. Absolument. Alors, plongeons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a provoqué ce chaos ? Les textes sont formels, hein. L'arme n'est pas un missile, non. Mais une décision économique. À 9h précises, un homme à Ottawa a passé un simple appel. Cet homme, c'est Mark Carney. Et ce nom, il est absolument central pour comprendre toute l'affaire. Ancien gouverneur des banques centrales du Canada, puis dans l'UETR. Voilà. Ce n'est pas un politicien impulsif, c'est un économiste de renommée mondiale. Un technocrate qui pèse chaque mot, chaque action. Le choix de la personne est déjà un message. Totalement. Et quand on lit comment il a agi, c'est presque décevant de simplicité. Pas de déclaration fracassante, pas de menaces. C'est rien de tout ça. Juste une phrase, d'après les sources, adressée à Hydro-Québec, ajuster son modèle de prix. C'est d'un calme terrifiant. Et c'est là qu'on voit toute la subtilité de la manœuvre. Et les documents insistent beaucoup là-dessus. Oui, ce n'est pas une attaque frontale. Pas du tout. Il n'a pas dit couper le courant. Ça aurait été un acte de guerre, un casus belli. Clair et net. Non, il a juste demandé, très sobrement, l'application d'un ajustement au risque. Le résultat, c'est cette hausse de 4000%. Bon. Sauf que ce qui a déclenché cet ajustement, c'est une menace bien réelle de la Maison-Blanche. Ah oui. Le président Trump venait d'évoquer l'idée d'imposer une taxe de 100% sur l'électricité canadienne. Il pensait faire pression. Mais il a en fait activé ce que le texte appelle une clause de souveraineté. Il a donné à Carney le levier parfait. Exactement. Trump voulait jouer sur le terrain de la guerre commerciale frontale avec des taxes, des déclarations choc. Oui. Carney, lui, a déplacé le jeu sur un autre échiquier, celui de la physique des réseaux et des contrats énergétiques. On ne peut pas taxer la physique, comme le dit une note. C'est ça. L'énergie circule selon des lois immuables, mais les contrats qui la régissent, eux, sont flexibles. Il a utilisé les propres règles du capitalisme contre l'initiateur de la menace. C'est brillant. D'accord, juridiquement, c'est peut-être inattaquable. Mais politiquement, les États-Unis sont quand même le plus grand partenaire commercial du Canada. Bien sûr. Carney ne joue pas avec le feu. Il n'y a pas un risque de représailles massives dans d'autres secteurs comme l'automobile, l'agriculture ? C'est un point crucial. Et le pari de Carney, tel qu'il est analysé dans nos sources, c'est que l'impact de la crise énergétique serait si immédiat, si douloureux, et si vaste, qu'il paralyserait la capacité de Washington à organiser des représailles cohérentes. Avant même qu'il puisse s'entendre sur une taxe sur le bois d'œuvre, des usines fermeraient. C'est un pari sur la vitesse. Exactement. Mais une hausse de prix, même de 4000%, ça ne devrait pas mettre une superpuissance à genoux. J'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas de plan B. Non. Les documents doivent expliquer pourquoi l'impact est si dévastateur. Il doit y avoir une vulnérabilité, quelque part. Et c'est là qu'on touche au cœur de la stratégie. Cette vulnérabilité, c'est une dépendance construite sur une 50aine d'années. 50 ans. Les sources sont très claires. Les États-Unis en sont venus à considérer l'électricité canadienne, et surtout québécoise, comme l'eau du robinet. C'est le terme utilisé. Comme l'eau du robinet. Une commodité acquise sur laquelle on ne se pose plus de questions. Un angle mort stratégique total.
Et pendant que cette perception s'installait, les documents décrivent deux mouvements parallèles qui ont créé la tempête parfaite. Oui, D'un côté, le Québec qui devient ce titan de l'hydroélectricité, 99% de son énergie renouvelable. et un exportateur absolument massif vers New York et la Nouvelle-Angleterre, c'est la batterie propre du nord-est américain. Et de l'autre côté, De l'autre côté, aux États-Unis, pour des raisons politiques, environnementales, on fermé des centrales à charbon, des centrales nucléaires. on bloquait des projets de pipeline. Chaque fermeture, chaque projet annulé, sans solution de remplacement, augmentait de fait la dépendance à cette énergie québécoise. Propre, stable. Ils ont en quelque sorte délocalisé une partie de leur sécurité énergétique sans s'en rendre compte. C'est exactement ça. Ce qui nous amène à la dimension temporelle de cette stratégie. Ça, c'est peut-être l'élément le plus fascinant. Carnet joue avec le temps. Absolument. Il sait, et c'est mentionné noir sur blanc dans les notes, Il faut en moyenne 10 ans pour construire une nouvelle centrale électrique. une grande centrale, oui. Et au moins 5 ans pour un pipeline. Donc il a le temps de son côté. Totalement. Les États-Unis sont pris au piège de leurs propres décisions d'infrastructure. Il n'y a pas de solution rapide. Ils ne peuvent pas juste produire plus du jour au lendemain. 10 ans, c'est une éternité en politique. Ça veut dire qu'il n'y a aucune contre-mesure rapide possible. Aucune. La Maison-Blanche est littéralement paralysée pour la durée d'au moins 2 mandats présidentiels. C'est ça le vrai levier. C'est le levier fondamental. Et c'est ce qui rend le mécanisme mis en place si puissant. Ce n'est pas juste une punition. Non, c'est un outil de négociation en temps réel. Voilà. Et ce qui me frappe, c'est que la réponse n'est pas une simple sanction fixe. Les notes parlent d'un système punitif et algorithmique. Oui, ça sonne très high-tech pour une crise énergétique, hein. Oui ? Mais c'est exactement ça, et là on voit la signature de l'économiste. Carnet n'a pas fixé un nouveau prix arbitraire à 2000 $. Il a créé une formule. Une formule, oui. Les notes l'expliquent bien. La variable principale de cette formule, c'est le niveau de menace rhétorique de la Maison-Blanche. Ah d'accord. Plus le président menace sur Twitter ou en conférence de presse, plus le coefficient de risque politique dans l'algorithme augmente et plus le prix grimpe. Donc le thermostat du prix de l'électricité est directement entre les mains du président américain. Qui ne le sait probablement même pas. Probablement pas. C'est diabolique. Il a transformé la rhétorique présidentielle en un indicateur de marché. Avec des conséquences immédiates pour des millions de personnes. Il a créé un lien de cause à effet, direct, mesurable, entre les paroles de la Maison-Blanche et la facture d'électricité de millions d'Américains. Et si le président se calme, le prix redescend. Immédiatement. La réponse n'est pas émotionnelle, elle est systémique. C'est une guerre commerciale menée avec la précision d'un scalpel, pas avec une massue. Alors voyons les conséquences concrètes. Comment ce choc se propage-t-il sur le terrain ? Les documents décrivent un effet domino qui va à une vitesse folle. Ça commence au plus haut niveau. À Washington, c'est la panique. Mais une panique feutrée, hein. Oui, Les juristes retournent les traités dans tous les sens. Ils ne trouvent aucune parade. On ne peut pas poursuivre le Canada pour une décision commerciale sur son territoire. et on ne peut pas saisir les lignes de transmission. Inutile, sans les barrages qui sont en territoire souverain canadien. Et surtout, on ne peut pas boycotter cette électricité. Le réseau en a besoin pour ne pas s'effondrer. Ils sont coincés. Complètement. Et pendant que les juristes cherchent, l'économie réelle, elle, souffre. Immédiatement. Exact. On a l'exemple de cette usine en Ohio. Ah oui, c'est vertigineux. Sa facture d'électricité passe de 15 000 à 65 000 $ Par jour. par jour. Comment une entreprise peut survivre à ça ? Elle ne peut pas. Les notes ne précisent pas le sort de cette usine, mais elles généralisent. Ce genre de choc force des arrêts de production immédiats. On ne parle plus de marge, on parle de survie. Au jour le jour. Et cette usine n'est qu'un microcosme. Les notes mentionnent aussi les hôpitaux qui reportent les opérations non essentielles. Les métros, les trains qui ralentissent. C'est tout le métabolisme de la société qui ralentit. Même les fermes de minage de crypto-monnaies, qui sont très gourmandes en électricité, sont les premières à s'arrêter net. C'est un indicateur assez radical. Et l'impact ne s'arrête pas aux entreprises. Les fournisseurs d'énergie, eux, ils n'ont pas le choix. Ils vont répercuter les coûts. Dès le mois suivant, les analystes cités dans nos sources prévoient une hausse de 300 à 500 $ par foyer, Par mois. par mois, si la crise persiste. Ce qui, comme le souligne un des textes, annulerait en un claquement de doigts toutes les baisses d'impôts de l'administration. Le gain politique s'évapore en une facture d'électricité. C'est un coup terrible. Et ça dépasse les frontières en plus. Oui, la crise devient géopolitique. Le texte note qu'en Chine, le média d'État se délecte. Il parle d'une Amérique dans le noir. Et en Europe, les alliés s'interrogent sur la fiabilité, la stabilité des États-Unis. La crise révèle une faiblesse fondamentale. L'Amérique n'est pas indépendante, mais profondément interdépendante. Et Carnet vient de démontrer que briser ce lien a un coût, immédiat, et visible par tous.
C'est un rappel brutal que la puissance au XXIe siècle, ce ne sont pas que les porte-avions, mais aussi les gigawatts. Et les interconnexions. Alors, la question à plusieurs milliards de dollars, comment est-ce que ça se termine? Le document esquisse 3 scénarios possibles. Oui, et la sortie de crise, c'est intéressant, on n'est plus entre les mains des ingénieurs ou des traders. Elle est purement politique. Uniquement. Le premier scénario, le plus simple, le plus logique. C'est que le président américain recule. Il retire publiquement sa menace. L'algorithme de Carnet s'inverse, les prix reviennent à la normale en quelques heures. La crise se calme. Mais le précédent est créé. Le monde sait maintenant où se trouve le talon d'Achille énergétique des États-Unis. Le deuxième scénario, c'est celui de l'escalade. L'ego l'emporte sur la raison. Le président refuse de céder. Il double la mise, avec d'autres mesures. Dans ce cas, les prix de l'énergie restent exorbitants et les documents sont très clairs. Le nord-est du pays plonge dans une récession brutale, en quelques semaines. Le coût devient politiquement et socialement insupportable. Et il y a une troisième option, peut-être la plus intéressante. Oui, d'un point de vue institutionnel. C'est que le système américain interne force la main du président. On imagine les gouverneurs, les lobbies industriels, le Congrès, Républicains comme démocrates. qui font pression sur la Maison-Blanche pour qu'elle normalise la situation. Et en reliant ça à la vue d'ensemble, on comprend que l'issue, quelle qu'elle soit, ne dépend ni de la technologie, ni des ressources. C'est le point central. Les turbines au Québec continuent de tourner, comme le conclut l'un des textes. Voilà. L'énergie est là, disponible, propre. C'est la confiance qui a été rompue. Et dans une économie moderne, la confiance est une ressource aussi vitale que l'électricité. Alors, si on prend un peu de recul, que retenir de tout ça? Ce scénario nous montre de manière frappante que notre monde moderne, nos lumières, nos transports, Nos industries. reposent sur bien plus que des câbles et des centrales. Il repose sur des traités, des accords. Et au final, sur une confiance mutuelle. Exactement. Une simple menace politique, une phrase dans un discours, a suffi à faire vaciller l'un des réseaux électriques les plus stables du monde. De nos systèmes interconnectés face à l'incertitude politique. Marc Carnet l'a résumé en une formule citée dans nos sources. L'incertitude coûte de l'argent. Ici, le coût est immédiat, massif et très concret. Et le texte se termine sur cette image puissante des immenses turbines québécoises qui continuent de tourner calmement dans leur cathédrale de béton. Produisant de l'énergie propre. Et qui attendent simplement que Washington revienne à la raison. C'est une image qui inverse complètement la dynamique de pouvoir habituelle, non? Complètement. Ce n'est plus le petit partenaire qui attend la décision du grand, mais la source d'énergie stable qui attend que l'instabilité politique de son client se résolve. Le rapport de force a été redéfini par la physique et l'économie, et cela nous laisse avec une question pour la suite. Oui. Au-delà de l'électricité, combien d'autres systèmes invisibles dont on dépend chaque jour, des chaînes d'approvisionnement mondiales aux réseaux financiers, sont tout aussi vulnérables, non pas à une catastrophe naturelle, mais à un simple changement des règles du jeu politique?